Je prenais la suite d'un directeur, d'un homme, grand, moustachu, très, très solide, très, très carré. Il a été très surpris. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous allez savoir faire? Ben, je lui ai dit, oui, on va travailler sur les dossiers, vous et moi. En- On va conduire, vous êtes au conseil de la vie sociale, et ben, on va échanger, on va mener les dossiers ensemble. Il m'a regardé, et puis après, on a travaillé, et puis quelques temps après, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Bonjour, je m'appelle Florence Talby, j'ai 67 ans, j'aurai 68 ans au mois d'octobre prochain. Je suis directrice honoraire d'établissements médico-sociaux publics à Paris. Mes parents sont de taille classique, ma sœur est de taille classique, et il faut savoir que 90% des personnes atteintes d'achondroplasie ont des parents de taille classique. Je mesure 1,15 m. Je suis née en octobre 1958 à Paris et j'ai été diagnostiquée dès la naissance. Ça a été la grande surprise pour mes parents. Ça a été très douloureux. Et puis après, j'ai été suivie par le généticien Pierre Marotteau à l'hôpital Necker, enfants malades. Donc à l'époque, les traitements étaient assez, disons, c'était les traitements de l'époque, assez durs. On dormait dans une coquille de plâtre et le jour, on avait un corset de fer pour tenir le dos, se muscler la colonne et ensuite des séances de kinésithérapie avec des sacs de sable pour réajuster et mettre la colonne la plus droite possible. Je n'ai jamais été opérée du dos, je n'ai jamais été opérée du trou occipital, je ne souffre pas de mon dos. En 1958, c'était il y a très longtemps, il n'y avait pas du tout d'échographie et c'était la grande surprise au moment de l'accouchement. Donc moi je suis l'aînée et bien sûr ça a été un choc pour mes parents et une grande souffrance pour eux, une énorme souffrance pour eux. Ensuite ma sœur est arrivée, mais ma sœur avait un autre problème encore plus sévère que le mien, c'est-à-dire un problème cardiaque. Et donc, heureusement, toute leur attention s'est portée sur ma sœur, ce qui m'a permis aussi, moi, pas de respirer, mais de prendre une nouvelle respiration pour de ne pas avoir toute l'attention sur moi. Ça aussi, c'est très fatigant d'être constamment l'objet de soins ou avoir tous les regards braqués sur soi. Donc ça aussi, ça m'a permis de me développer. Et aussi peut-être aussi une vocation. Ma sœur étant souffrante, je me suis dit, il faut que ma profession sera dans la santé. Ça a été un déterminisme. On choisit jamais sa profession par hasard. On ne fait jamais un métier par hasard. Soit on est conduit par son nom de famille est un déterminant dans le choix de sa profession, soit les conditions dans lesquelles on est éduqué. Alors, mes parents n'étaient pas prêts à cet handicap et rien n'a été aménagé. Et en fait, ils ont décidé que j'allais vivre dans un monde de grands et donc c'était à moi de faire cet effort. Donc en fait, j'ai eu aucune adaptation dans mon quotidien. Et quand j'y repense, c'était extrêmement fatigant, mais j'ai appris à vivre vraiment dans un environnement de grands. Même à l'heure actuelle, je vais dans les supermarchés, je prends le produit qui me vient sous la main et si j'ai éventuellement besoin d'un produit en hauteur, alors je tisse un lien social,
un lien avec une personne dans le supermarché. Ça me permet d'échanger avec elle et j'apprends beaucoup, quoi. J'apprends beaucoup sur l'autre. J'ai appris à qui je pouvais demander et à qui c'était impossible de demander. Ce qui m'a énormément frustrée, je vais vous surprendre peut-être, mais c'est d'aller dans un magasin et de ne pas trouver d'habits. Alors ça m'a frustrée. Vous ne pouvez pas vous imaginer. On allait faire le shopping avec ma mère, ma sœur. Ma sœur trouvait des habits, moi je trouvais rien. On me faisait remarquer que c'était trop grand, que ça ne m'allait pas. J'en ai des très mauvais souvenirs, très très mauvais souvenirs. Une angoisse avec l'apparence, avec les habits, les chaussures. Je veux absolument être tout à fait correcte, avoir des habits ajustés, être jolie à regarder. Pour moi, c'est très important parce que j'ai toujours entendu la phrase « elle est petite, mais elle est jolie » ou « mais elle est courageuse, mais elle est compétente ». Mais d'entrée de jeu, on vous fait remarquer que votre différence, on vous stigmatise, on vous discrimine tout de suite. Ça viendrait jamais à l'idée de dire il est grand, mais il est intelligent, ou il est grand, mais il est beau, ou il est de taille classique, mais il est mignon. Ce genre de phrase, on ne vous fait pas remarquer une différence. Alors on commence par quelque chose de très négatif. Heureusement, il y a le « mais » qui vient rééquilibrer la phrase. Le handicap ou une différence qui se voit, en plus c'est visible, c'est un handicap extrêmement visible qui fait vriller l'autre. Il doit le sortir, il doit vous dire que vous êtes différent, comme si vous ne le saviez pas. Oui, je sais, je suis différente, mais on vous le fait remarquer. Non, parce qu'il a besoin de l'extérioriser, ce besoin d'extérioriser, de dire vous êtes différente. Elle est petite. Ah, on m'a dit, mais vous êtes efficace. Alors heureusement, il faut corriger, hein, parce que sinon, alors là... On scrute tout ce que vous faites. On vous surveille, on vous contrôle. Il faut que vous soyez tout à fait dans les clous. Heureusement, ma sœur a eu... Heureusement. Bon, elle est vivante, elle a été opérée, elle va bien. Mais jusqu'à l'âge de 13 ans, il fallait attendre l'opération. Et il fallait que, en fait, les rôles se sont inversés. En fait, la naissance de ce deuxième enfant, dans la tête de ma mère, ça devait être un garçon, et ce garçon devait veiller sur moi. En fait, tout faux, ça a été une fille, et cette fille, en fait, a eu un souci bien plus important que le mien. Et elle risquait de décéder par un arrêt du cœur. Donc, en fait, je devais prendre soin d'elle. Tout le monde devait prendre soin d'elle. Et en fait, ça m'a renforcée dans mon rôle d'aînée. Et toute l'attention n'était plus sur moi. Et ça m'a permis de respirer, de prendre mes marques. Ou parce que c'est dans mon caractère. Je suis quelqu'un de qui a de la détermination. J'ai une détermination très forte. Et toujours, cette taille, je ne me suis pas limitée. La taille, pour moi, ne doit pas être un facteur limitant. Donc j'ai fait un BTS, mais une fois insérée, j'ai fait des cours du soir pour aller jusqu'au diplôme d'ingénieur en biochimie. Et après, j'ai travaillé pour passer les concours au niveau de la fonction publique hospitalière pour être directeur d'établissement. J'ai réussi du premier coup le concours
de directeur d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux à l'École des hautes études en santé publique. J'ai travaillé, j'ai été à fond, sans penser à mon apparence, sans penser à ce que je représentais. J'ai été reçue et même je me suis étonnée, je me suis dit, ils ont osé nommer une femme à l'heure actuelle différente, avec sa différence, mais ce sont les compétences, ce sont les compétences qui comptent. Il faut croire en soi, ne jamais douter, jamais, jamais douter. Et je me souviens, je vais vous raconter une anecdote, quand je suis arrivée dans un établissement pour personnes âgées, il y avait un résident, on appelle ça un résident. Il était là pour sa femme et il était résident. Et il a été très surpris de me voir. Et je prenais la suite d'un directeur, d'un homme, grand, moustachu, très solide, très carré. Il a été très surpris. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous allez savoir faire? Ben, je lui ai dit, oui, on va travailler sur les dossiers, vous et moi. On va conduire, vous êtes au conseil de la vie sociale, et ben, on va échanger, on va mener les dossiers ensemble. Il m'a regardé, et puis après, on a travaillé, et puis quelques temps après, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Cette violence sur les réseaux sociaux, elle est indigeste, surtout pour des personnes en situation de handicap. On est les seuls. Bon, on ne va pas faire une hiérarchie des personnes en situation de handicap, mais nous, on est les seuls, on est visibles, donc c'est hilarant, et donc c'est tourné en dérision, c'est des sites abjects sur les Norges de nains, Norchine de naine, etc. Ils captent des photos dans l'espace public de personnes de petite taille, ils les trafiquent et ils les mettent sur les réseaux sociaux, ils les détournent. C'est abject, c'est totalement abject. Moi, je n'y vais pas parce que psychiquement, ça a un impact sur le psychisme et c'est malsain. C'est douloureux pour qualifier une personne de petite taille de dire que c'est un nain. Parce qu'après, ce mot, il est divulgué, il est... Alors qu'on qualifie une statue, on met des statues des nains de jardin, qu'un arbuste, un chien, un caniche nain, un animal, un objet du buis, c'est une planète naine, c'est un... Bon, ok, d'accord. Mais en parlant d'une personne de petite taille pour garder la dignité et le respect, il faut changer, faire évoluer le terme. Personne de petite taille. Alors, mon fils et moi, et mes enfants, et ma fille, on appelle les personnes de petite taille, même moi, on s'appelle les pecs. Les pecs, c'est-à-dire on crée un autre mot. Alors, c'est à nous, c'est notre langage. Est-ce que la taille a été un souci avec mes enfants? Non. Mes enfants ont été mes chiens de garde. Ils ne supportent pas une critique. Et je les ai accompagnés aussi bien à la maternelle qu'au primaire. Et en fait, j'ai compris après, mon fils à 6 ans, quand il m'a dépassée et quand il m'a dit « Ouf, je vais être plus grand que toi ». Et j'ai compris son envie de grandir. Et j'ai compris aussi pourquoi il était si turbulent. Peut-être à la maternelle, il ne le disait pas forcément. Et peut-être qu'on lui disait que sa mère était de petite taille. Je ne sais pas. Il ne me l'a jamais dit. Je sais qu'un jour, là, il y a quelque temps, quand sa sœur fréquentait un jeune homme, bon, ça c'est... elle lui a dit comment
Comment je fais? Est-ce que je dis que maman est de petite taille? Comment je fais? Et son frère lui a dit, non, tu dis rien, maman, tu présentes maman et c'est tout, maman, c'est maman, quoi. Et c'est tout. Et, euh, et si par malheur, il y a des regards déplacés ou des réflexions déplacées, euh, mes enfants sont fous de rage. Je me souviens un jour, on prenait l'avion, on était à Roissy et un employé dit: «Oh tiens, voilà Mimati», et ma fille a piqué à un scandale, quoi. J'ai dû lui dire: «Calme-toi, calme-toi». En sixième, j'ai douté. Est-ce que, comme passer du primaire au collège, c'est toujours délicat, c'est une phase délicate. Je lui ai proposé: si tu veux, je ne vais pas t'accompagner dans la classe le premier jour, pour pas lui augmenter sa charge mentale. Encore. Et elle m'a dit: non, t'es ma maman, tu viens, il n'y a pas de problème. Être une femme en situation de handicap, oui, on part de loin. C'est plus facile d'être un beau jeune homme, d'être blanc. C'est ce que je dis souvent à mon fils, hein. T'es masculin, t'es grand et t'es beau. Alors t'as tout, tu coches les cases, hein. Bon, mais être une femme, être de petite taille, c'est faisable. Et c'est plus facile de convaincre un homme qu'une femme. Pour moi, ça a été ça. J'ai eu des meilleurs rapports professionnels avec des hommes qu'avec des femmes, parfois. Les personnes de petite taille souffrent. Elles souffrent du dos, elles souffrent des articulations, elles souffrent de leur surpoids, elles ont souffert de l'apnée du sommeil, qui est bon, parfois liée avec le surpoids, qui est liée avec le surpoids, avec leur colonne vertébrale, avec la marche. Personnellement, je n'ai aucune souffrance. Mais je fais extrêmement attention, ou je suis bâtie ainsi, ou on m'a élevée ainsi. Il faut pas... Ça vient de loin, quoi. Ça vient de très très loin. Ma mère était issue d'une famille de 9 enfants. On mangeait, ils se battaient pour manger à table. Bon, on fait pas trop bien. Bon, il faut pas trop manger. Il faut se restreindre. Il faut faire attention. Il faut pas. Bon, des privations. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais pas vous dire des bêtises, mais je sais que le sport, l'activité sportive est très importante. Je fais beaucoup de Qigong, de Jalun Dafa, de la respiration. Alors, mon lieu de vie, il y a un rehausseur au niveau de l'évier de la cuisine pour atteindre le robinet, et un au niveau de la salle de bain, c'est tout. Le reste. Et j'ai des chaises trip-trap pour toute la famille, pour même mes enfants en ont encore parce que c'est réglable. En fait, vous avez une assise et vous avez le repose-pied. Donc c'est des chaises en bois que je trouve très confortables. C'est tout. Au niveau des aménagements, c'est tout. Et par contre, j'ai une voiture qui demande un aménagement. Parce que vous vous retrouvez en situation de handicap, parce qu'on croit qu'une personne de petite taille n'est pas une personne en situation de handicap. Si, elle se retrouve parfois en situation de handicap, notamment quand elle va, bon, je vous l'ai déjà dit, quand elle va s'acheter des habits, elle ne trouve rien. Quand elle va s'acheter des chaussures, elle ne trouve rien. Donc, c'est des chaussures, je les commande par Internet. Bref, les habits, vous allez chez les teenagers, trouver des habits et puis vous faites de la couture, ou vous les faites sur mesure. Et puis, quand vous achetez une voiture, eh ben, votre voiture, il faut qu'elle soit aménagée.
Alors, comme mes enfants la conduisent, donc j'ai conservé les pédales. Et moi, je conduis avec mes mains. J'ai un accélérateur au volant et un frein. L'association va fêter ses 50 ans en 2026. En mai, au week-end de la Pentecôte, on fête les 50 ans de l'Association des personnes de petite taille. Donc, elle a été créée en 1976 par Helga Priacel, mère d'un enfant à Condreplace, maître Brissès Saint-Macary, un notaire de petite taille, et puis un médecin généticien de Strasbourg, le professeur Claude Stoll. Mes parents ont rejoint, quand ils ont su par la presse que était créée cette association des personnes de petite taille, ils ont rejoint notamment ma mère, parce que mon père avait un problème avec le handicap. Donc, pour lui, c'était une douleur intense. Et je le comprends, hein. Vous êtes meurtri, hein. Le handicap, quand vous êtes fragile, on vous tue, quoi. Ça vous fait très mal, quoi. Je le comprends. Donc ma mère est venue à l'association, et puis on est venu à Dourdan, et puis ça fait quelque chose de bizarre quand vous avez 17 ans, quand vous allez voir 18 ans, de rencontrer des personnes qui ont la même taille que vous. Même c'est un peu troublant. Et puis à cet âge-là, moi honnêtement, quand je voyais une personne de petite taille dans la rue, ben, je changeais de trottoir. Cette image me dérangeait. Et puis là, actuellement, je suis au conseil d'administration de l'Association des personnes de petite taille, dont la présidente est Violette Vianney. Une personne, alors je peux vous dire, ultra dynamique, hein. Moi, je suis rien du tout. Je suis très molle par rapport à elle. Elle a une énergie d'enfer. Chef de cabinet au ministère de la Culture, plus présidente de l'Association des personnes de petite taille. Elle s'est lancée dans un super projet, rédiger un livre. Et là, quand je l'ai eu et quand j'ai vu toutes ces personnes qualifiées qui avaient témoigné, qui avaient écrit pour cet ouvrage, c'était pas juste un recueil de nos parcours. Bon, nos parcours, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est pas juste un recueil de nos parcours. Ce sont des personnes qualifiées, hautement qualifiées. Notre vivre ensemble c'est ce qui est le plus beau. Vivre ensemble, avec nos différences, on s'enrichit et on avance. Sur un projet, on le voit dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Dans mon domaine professionnel, ça a été le cas. Dans le domaine associatif également. Le vivre ensemble, le travailler ensemble, avec nos différences, font avancer les projets. Mais il ne faut pas que certains de notre communauté, on va dire, ou qui sont porteurs de notre différence, nous stigmatisent par leur activité de bouffon, quoi. Leur activité on va faire rire. Par exemple, je vous parle de l'émission Fort Boyard. L'émission Fort Boyard, elle existe depuis 35 ans. Mes enfants ont adoré Fort Boyard. Moi, je regardais Fort Boyard. Mais au bout de 35 ans, on se pose des questions quand même. Le personnage, heureusement, on a pu les faire évoluer. Mais on se disait, tiens, la personne de petite taille, elle court dans un fort, elle ne parle pas. En plus d'être petit, ils ne parlent pas. Ils sont muets. On se posait des questions quand même. Et puis, quand vous êtes depuis 35 ans dans une société ou dans une entreprise, vous évoluez, vous changez. Vous n'êtes pas assigné à la même condition. Donc, qu'est-ce que vous montrez comme image à l'espace public? Cette image-là, comment... C'est une drôle d'image que vous montrez, non? Si j'avais un message à faire passer, nous allons fêter les 50 ans de l'Association des personnes de petite taille cette année, en 2026. C'est lire le livre qui vient de paraître, pour quelques centimètres en moins.
C'est l'association des personnes de petite taille avec des personnes hautement qualifiées. Il a été rédigé grâce au Cherche Midi, aux éditions du Cherche Midi, à Paul-Henri et à Marie-Hélène, qui ont œuvré pour la rédaction et la réalisation de cet ouvrage. Donc, il faut le lire, il faut l'acheter, il faut le... C'est un puits d'informations. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je recommencerais exactement la même chose. Je regrette absolument rien de ce que j'ai fait et de mon parcours et du vivre ensemble et de ce que j'ai partagé avec l'autre. L'autre m'a enrichi et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur l'être humain et son comportement. Et j'ai été très sensible au langage non verbal. On apprend beaucoup sur l'autre lorsqu'on est différent.